en raison des risques pesant sur le détroit d'Ormuz, axe clé du transport mondial de pétrole. La situation reste donc suspendue entre deux perspectives, une désescalade diplomatique grâce aux médiations internationales ou une aggravation militaire aux conséquences potentiellement majeures pour la stabilité régionale et l'économie mondiale. Donc, pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour à votre Excellence. Bonjour à vous et bonne fête. Et bonne fête, bien sûr, bonne fête à vous. Et donc, on était donc optimiste concernant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et ces 2 derniers jours, on a donc assisté à des réactions des deux parts, des réactions qui nous rendent optimistes, des déclarations de Marco Rubio, par exemple, et de la part de l'Iran, parlant d'un accord ou d'une acceptation donc d'une proposition d'accord dans les 48 heures ou un accord imminent donc. Et donc après cet optimisme, donc il y a les États-Unis qui ont fait monter la tension en menant des frappes contre des positions en Iran. Monsieur l'ambassadeur, comment vous expliquez donc l'action ou les frappes des États-Unis? Alors, je pense que les frappes des États-Unis n'ont qu'un seul sens, c'est que ce sont des frappes limitées, calculées, simplement pour montrer à Téhéran qu'on parle à faire et que actuellement, maintenant, c'est le temps de prendre une décision vite et d'accepter les conditions de soumission que demandent les États-Unis. N'oublions pas que les États-Unis, malheureusement, ils ne demandent que d'accepter l'accord les demandes, les propositions présentées par les États-Unis, et que, disons, le ciel de négociation n'est pas un ciel ouvert. Il y a des limites très étroites, et que l'Iran doit accepter. En tout cas, pour qu'on soit plus clair, alors il y a 2 points qui sont les plus importants. Premièrement, c'est les 3 d'Ormuz, et que l'Iran doit l'ouvrir. Et je pense qu'il y a un point très important, c'est que cette voie doit être ouverte d'une manière totalement ouverte, sans aucun contrôle iranien sur les 3, ni de pouvoir demander des frais pour des raisons logistiques, des services logistiques tels que veut l'Iran l'imposer. Et cela, je trouve que les États-Unis ont raison de demander cela, notamment parce que cet étroit, c'est un étroit naturel. C'est pas comme le canal du Suez qui a été creusé par les mains du peuple iranien, mais c'est un étroit normal. Et l'Iran ne possède pas la totalité elle n'est pas le seul pays riverain. Disons que de l'autre côté, il y a le sultanat d'Oman, il y a d'autres pays. Alors, elle n'est pas seule sur cet étroit. Du coup, elle ne peut pas demander ça. Deuxième point, c'est l'enrichissement de l'uranium. Je pense qu'on parle des États-Unis selon quelques rapports qui ont parlé que les États-Unis veulent qu'on gèle les activités nucléaires iraniennes pour 20 ans. Tandis que l'Iran parle de 5 ans. Et je pense que maintenant les négociations tournent autour de 12 ans, 13 ans de cette manière. Alors il y a ces demandes-là. Si on peut arriver à une solution, alors là, on peut parler d'un accord viable entre les États-Unis et entre l'Iran. N'oublions pas que si les États-Unis ne parviennent pas à recevoir un accord iranien sur ces demandes, cela va ouvrir
le feu sur le président Trump et la raison de la guerre. Parce qu'à la fin du compte, la question c'est de ne pas ouvrir les trois d'Ormuz, qui est ouvert avant la guerre, mais c'est de totalement avoir une victoire sur l'Iran pour pouvoir prétendre qu'il avait raison pour cette guerre. Alors il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs défis pour qu'on puisse arriver à un accord. Donc, Monsieur l'ambassadeur, ces frappes américaines limitées, comme vous venez de dire, c'est une sorte de stratégie de pression politique ou diplomatique sur l'Iran pour qu'elle accepte les conditions américaines. Mais si l'Iran donc commence à se défendre, et elle a le droit de se défendre, si elle commence à mener des frappes aussi sur Israël, est-ce que donc cette option existe? Elle peut répondre dans quel moment? Alors, pour être très clair sur ce point, alors je pense que tous les puissances, y inclus les partis qui mènent la guerre, veulent tous une solution à cette impasse, à part Israël. C'est le seul pays qui veut continuer cette guerre jusqu'au bout. Alors, certainement, ce qu'a fait, comme je l'ai expliqué, le président américain, qui s'appuie toujours sur une stratégie de ce qu'on appelle la pression maximale, consistant à élever le niveau des menaces politiques et même économiques et militaires, afin d'obtenir des concessions sans entrer dans une confrontation vraiment directe. Alors c'est pour ça la frappe d'hier. Mais en ce qui concerne l'Iran, je pense que l'Iran aussi veut toujours arriver à une solution. Il y a vraiment des pertes, des dégâts militaires qui sont concrètes quand même, et que l'Iran ne veut pas reprendre la guerre parce qu'elle sait que la prochaine fois, la guerre ne sera pas avec la même façon ou la même manière que la première. C'est pour ça que l'Iran ne veut pas cela. Alors même si l'Iran va riposter, cela sera toujours une réponse calculée pour ne pas arriver à une guerre ouverte, ce que évitent tous les partis. Et n'oublions pas que même pendant le cessez-le-feu, il y a eu des frappes iraniennes contre quelques cibles dans la région du Golfe. Ce qui toujours dit que l'Iran aussi a fait la même chose, mais toujours d'une manière calculée. On ne veut pas de guerre ouverte jusqu'à ce moment. Et je trouve que ça serait la politique jusqu'à l'arrivée à la solution finale. Donc, Israël, comme vous venez de dire, c'est le seul État qui veut donc la continuité de la guerre. Est-ce que vous voyez que Israël, jusqu'à présent, garde son influence sur la décision ou sur la décision des États-Unis ou plus précisément sur les décisions de Donald Trump? Alors, en ce qui concerne ce point-là, certainement, il y a deux agents à cette le premier, c'est celui d'Israël, et l'extrême droite américaine qui est liée toujours à Israël, liée toujours aux demandes et aux désirs du Premier ministre Netanyahou. Alors, ce sont les seuls deux partis qui essayent de pousser pour la continuation de la guerre, parce qu'Israël ne peut pas mener la guerre toute seule, comme on le sait tous depuis le premier jour de cette guerre. Deuxièmement, en ce qui concerne, est-ce qu'Israël peut maintenir sa pression? Elle va essayer à tout prix de continuer cela. On a vu déjà vraiment quelques même rapports qui parlaient de l'extrême droite et de plusieurs médias qui parlaient que sans arriver à une défaite totale pour l'Iran, alors cette guerre ne peut pas vraiment avoir un but ou n'a rien achevé, quoi. Alors, Israël va continuer à presser le président Trump, mais le président Trump a d'autres calculs que l'on sache.
Alors, premièrement, alors, il s'agit des élections congressionnelles qui seront bientôt en novembre et que le président Trump a besoin de bien mener ses troupes pour garder sa majorité républicaine au sein du Congrès. Cela est très important pour lui permettre de continuer sa présidence sans obstacle démocrate, entre guillemets, s'il ne jouit plus de la majorité congressionnelle, parce que, comme on le sait tous, que le Congrès peut toujours mettre des obstacles devant le président de la République, et c'est pas seulement contre le président Trump, c'est comme ça toujours le système des élections américaines et le système de la majorité. Alors si le président Trump ne garde plus la majorité républicaine, alors les 2 années qui lui restent dans son pouvoir seront très compliquées parce qu'il y aura toujours une résistance et une opposition sérieuse de la part du Congrès contre toutes ces politiques. Et cela ne va pas lui permettre de faire ce qu'il veut, comme il le fait, tel qu'il le fait actuellement. Oui. N'oublions pas que le président Trump a pu mener cette guerre sans aucun accord, comme l'exige la Constitution américaine du Congrès, parce que toujours il jouit de la majorité républicaine qui n'a pas vraiment résisté à cette demande et qui le laisse jusqu'à maintenant continuer de mener la guerre tel qu'il le veut. Monsieur l'ambassadeur, jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller donc, pour empêcher l'Iran de continuer son programme nucléaire, alors que l'Iran toujours campe sur sa position que ce sujet donc est hors toute discussion jusqu'ici et que elle ne veut pas donc elle ne veut pas renoncer donc à son programme nucléaire. Alors les États-Unis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire donc et jusqu'où ils peuvent aller? Alors, on peut dire qu'elle peut aller le chemin complet, si je peux le dire. N'oublions pas que, du point de vue militaire, il y a eu une défaite très forte pour l'armée iranienne. Ils ont perdu leur défense aérienne, ils ont perdu leur force maritime, ils ont perdu leur force aérienne aussi. Et du coup, et même pour la seule force qu'ils ont, c'est les forces terrestres. Et il n'y a pas jusqu'à maintenant la possibilité d'une invasion terrestre par les États-Unis, parce que le prix peut être élevé. Et à ce moment-là, le président Trump peut risquer de tout perdre. Parce que je pense que l'opinion publique américaine n'est pas prête à recevoir les corps de ces soldats qui reviennent tous les jours, comme l'exige une invasion terrestre. Alors, à la fin du compte, l'Iran ne possède que 2 choses, les missiles et les drones. À part ça, ils n'ont pas vraiment de force militaire. La force iranienne vient de la résilience, vient de l'opposition aux attaques américaines. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a vraiment pu achever une victoire militaire, que ce soit sur Israël, que ce soit sur les États-Unis ou même sur les pays du Golfe. Mais simplement, c'est la question qu'elle a pu résister. C'est ça le mot qu'on doit utiliser. Alors, les États-Unis peuvent beaucoup faire parce que ce point-là est un point impératif pour les États-Unis, une nécessité absolue. C'est que l'Iran n'obtient pas une arme militaire. Oui. Mais il y a 2 choses à distinguer ici. La première, c'est les États-Unis de l'ère de Trump, c'est une chose, et les États-Unis en général. Les États-Unis en général ne sera pas si fort. N'oublions pas que, par exemple, avant, le président américain, avant le président Trump, lui n'a pas voulu mener la guerre contre l'Iran, mais pensait plutôt à avoir des négociations et
monter la pression sur l'Iran pour arrêter ses ambitions nucléaires. Mais à la fin du compte, on parle actuellement en un seul point qui est très clair qu'il y aura une gel du programme iranien. Le maximum dont on parle, c'est une question de 20 ans. Alors on ne parle pas de totalement tout arrêter, mais simplement il y aura un gel, et après ce gel, il y aura un contrôle très fort sur les activités nucléaires iraniennes, même si on arrive aux 20 ans, si c'est pas moins que ça selon la demande d'Iran, qui demande 5 ans, et puis on peut arriver à une moyenne entre les 20 et les 5. Mais je trouve qu'à la fin du compte, la question c'est de ne pas totalement annuler les activités nucléaires, mais plutôt de les mettre et de les soumettre sous le contrôle très dur, de sorte qu'Iran ne peut pas avoir une arme nucléaire, peut-être des activités nucléaires pacifiques, et c'est le tout. Malgré que, n'oublions pas, et c'est un point très important, que selon la fatwa du guide suprême iranien, oui, il est défendu aux Iraniens d'obtenir une arme nucléaire selon cette fatwa. Alors il y a même des raisons iraniennes pour ne pas acquérir une arme nucléaire. Donc, Monsieur l'ambassadeur, on revient donc à la question du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous voyez que dans cette situation donc très tendue et les négociations qui piétinent, est-ce que une fermeture totale du détroit d'Ormuz est envisageable? Non, ça je pense que c'est impossible, pour la simple raison que l'Iran elle-même a besoin de l'étroit d'Ormuz. Et que si l'Iran parle, et c'est le dossier le plus important dans les négociations, c'est le dossier économique. Et comment est-ce qu'on peut enlever le gel qui existe déjà sur à peu près une question de 24 milliards de dollars américains dans les banques, et je pense qu'on parle plutôt dans les banques du Qatar et de l'Irak. Alors on parle peut-être de la moitié selon les négociations qui peut être liquidée directement pour l'Iran. Alors on parle d'une question de 12 ou 13 milliards de dollars. Alors le dossier économique est très important pour pouvoir reconstruire le pays. N'oublions pas que le pays a reçu des dégâts vraiment concrets et tangibles. Alors il faut reconstruire le pays. Alors l'Iran veut l'ouverture de l'étroit d'Ormuz. Le problème, c'est pas l'ouverture de l'étroit d'Ormuz, mais est-ce que l'Iran aura un contrôle ou une supervision sur cet étroit? Est-ce que l'Iran va soumettre les navires qui vont passer à des frais de services logistiques tels qu'elle le demande? Ou bien elle va respecter le droit international qui lui interdit de pouvoir mettre des demandes aux navires de payer de l'argent? Et je pense que c'est un point. Et une fois qu'on va arriver à un accord, quoi que ce soit cet accord, je crois que l'étroit d'Ormuz sera la première chose à être ouverte, pas seulement pour l'Iran, mais pour tous les pays du monde, tel qu'il l'était avant la guerre. N'oublions pas que l'Iran n'a jamais pensé ou tenté d'utiliser l'étroit d'Ormuz, que ce soit pour générer des frais ou que ce soit pour mettre une pression sur les pays du Golfe. Mais à cause de la guerre qui a été commencée, comme on le sait tous, par la frappe préventive israélienne, ensuite américaine, que l'Iran a dû utiliser tous ces outils et tous ces leviers pour pouvoir arriver à la position de négociation où elle est actuellement. C'est pas une question de soumission, c'est pas comme le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir détruit de la bombe nucléaire, mais c'est une puissance qui est toujours debout, et il y a un régime qui contrôle toujours le pays d'une manière assez forte, et qui de ce point-là que commencent les négociations. C'est pour ça que ce sont des négociations dures, parce qu'on a devant nous un adversaire qui est toujours debout sur ce pays et qui peut encore négocier. Donc, Monsieur l'ambassadeur, ma dernière question, est-ce que vous êtes donc pour
une confrontation durable. Vous envisagez donc une confrontation durable entre les États-Unis ou l'Iran, ou est-ce que vous voyez donc qu'il y a une opportunité de compromis diplomatique? Vous êtes avec quel scénario? Alors, je pense que l'Iran qui adopte déjà une stratégie de patience stratégique et que Téhéran ne tente que de préserver son image de puissance régionale sans pour autant offrir aux États-Unis ou Israël un prétexte à une guerre totale. Alors je pense que l'Iran cherche essentiellement à gagner du temps afin de réorganiser ses capacités militaires et régionales actuellement. Il y a une véritable volonté iranienne d'éviter une confrontation généralisée. Je pense que c'est le point le plus important. De son côté, comme on l'a déjà expliqué, les États-Unis, surtout le président Trump, qui a commencé cette guerre, ont une stratégie claire, à part celle parce que quand on dit qu'il n'y avait pas de stratégie claire pour le président américain, ce n'est pas juste. Le président américain, comme tout le monde le pensait aux États-Unis et en Israël, qu'une fois qu'on va éliminer le guide suprême Ali Khamenei, que le pays va s'effondrer, que le régime va tomber et qu'il y aura des démonstrations dans les rues et que le peuple va pouvoir. On a même entendu le Shah d'Iran, l'ex ou le fils du Shah d'Iran, parler des États-Unis en demandant au peuple iranien de se révolter contre les moullas du pays et de reprendre sa liberté et ainsi de suite. Mais tout cela a été en vain et c'était la seule stratégie dont disposait le président Trump. Oui. Alors maintenant, sans une stratégie claire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le président Trump, de son côté, lui aussi, il essaye de trouver une solution qui lui garde le visage et qui lui permet de montrer aux États-Unis comment est-ce que lui, il a pu soumettre l'Iran, même au moins d'une manière ambiguë, à la volonté américaine, et qu'il cherche plutôt à arrêter cette guerre, et que le seul défi qu'on a devant nous, c'est est-ce que Israël va vraiment ne pas exercer ses puissances très fortes, que ce soit au point de vue certainement Israël et Benjamin Netanyahu lui-même qui exerce cette pression, ou que ce soit, et je pense que c'est une arme très forte, celle de l'extrême droite américaine et de plusieurs de ses supporters, de ses alliés américains, eux-mêmes de l'extrême droite, qui vont exercer cette pression sur le président Trump, et qu'ils doivent l'exercer maintenant, parce qu'une fois qu'on arrive ou on aboutira à un accord, cela sera la fin à la guerre, et aussi sera la fin à la carrière politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a échoué dans le test iranien et qui n'a pas pu achever ce qu'il voulait d'une manière efficace et avec une victoire écrasante, comme on l'espérait au début de la guerre. C'est ça le seul défi fort devant nous pour arriver à la fin de cette phase d'impasse. Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Admili, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et une excellente fête. Et donc, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte. من